Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le bilan des dernières intempéries ayant frappé le pays s'est alourdi. Les responsables de la protection civile font état de 3 morts, de plusieurs blessés et de dégâts matériels importants. Le prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM aura lieu les 26 et 27 février prochains en Haïti et sous la présidence tournante d'Haïti. Quelques dizaines de personnes, à l'initiative de la plateforme Petite Dessalines, ont manifesté ce mardi afin de réclamer le départ du président Jovenel Moïse. La manifestation s'est déroulée globalement sans incident majeur. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Haïti accueillera les 26 et 27 février prochains le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM. Une occasion pour le pays de projeter une autre image alors que Jovenel Moïse assume la présidence tournante de cette organisation régionale, explique l'ambassadeur accrédité auprès de la CARICOM. Peterson Benjamin Noël précise que cette présidence est aussi une possibilité pour Haïti de faire passer ses priorités auprès des autres États de la région. Dans un mois, on travaille et il y a des réunions sectorielles qui s'organisent presque chaque 2 ou 3 jours sous la coordination du ministère des Affaires étrangères. Et ça avance et on espère que le pays sera prêt et à la fin du mois, juste après le carnaval, pour accueillir, comme en 2013, les chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM. Le sommet a fait l'hôtel Marriott. Logistiquement parlant, tu as choisi pour nous faire le Port-au-Prince et pour faciliter la communication et faciliter l'administration parce que organisons un sommet de chefs d'État, d'environ 20 chefs d'État viennent dans le pays, ce n'est pas un bail qui est facile à gérer. Obligé de mettre toute l'administration, la police, SMCRS, ministère de l'Environnement, tout l'État doit surtout. Tout l'État doit être là pour que l'activité soit faite. La première chose, ça donne une visibilité au pays. Une visibilité parce que le pays, comme j'ai dit tantôt, le pays qui assure la présidence organise le sommet des chefs d'État et ce n'est pas donné à tous les pays du monde d'accueillir 15-20 chefs d'État en même temps et dans un même endroit. Ça veut dire que ça va renvoyer une autre image d'Haïti à l'étranger. Et politiquement, ça va également renforcer la position politique d'Haïti au niveau régional. Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, lance un appel au dialogue à l'opposition. Dans son discours sur l'état de la nation, M. Moïse a insisté sur la nécessité pour que les dirigeants des partis politiques de l'opposition n'aient plus recours aux manifestations violentes qui perturbent les activités économiques. En 2017, des manifestations avaient dégénéré, entraînant des attaques contre des entreprises dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. M. Moïse espère une opposition républicaine, démocratique et respectueuse de la loi qui manifeste son désaccord dans un climat constructif et serein. Fin de citation. Le président Moïse assure qu'il a été, au cours de la première année de son mandat, à l'écoute de l'opposition, s'exprimant au sein du Parlement, dans les quartiers, par le biais des organisations de la société civile ou à travers les médias. Dans le mois de septembre 2017,
Nous avons commencé à discuter avec les partis politiques sur qui Jean la loi a demandé pour nous créer des conditions pour nous moderniser la politique dans le pays d'Haïti. Nous tous constatons que Haïti n'a pas qu'à fonctionner avec plus de 130 partis politiques qui n'ont pas de moyens économiques et financiers pour prendre tête en charge. Nous tous d'accord, la politique n'a pas qu'à continuer à faire dans la troublade ni dans la rue. Faire politique pas qu'à une exquise pour déstabiliser, pour craser, et bouler, détruire bien public et privé. Pour faire mon pas investi ou venir visiter le pays. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans un système côté chaque fois qu'il y a une élection, avant même que le conseil électoral fait. Nous gens commencent à manifester pour 10 élections pas bon. Que vous n'avez pas de confiance dans le conseil électoral. C'est pour ça tout. Depuis 1987, la Constitution a demandé pour qu'il y ait un conseil électoral qui est permanent. Ça va jamais fait. Dans l'année 2018, là, après 31 années, l'État, à cause des problèmes d'instabilité politique, conseil électoral permanent avec support de l'autre pouvoir pour camper Haïti pour connaître un conseil électoral permanent. Toute décision sur le développement pays, décision surtout politique, demande que nous tous qui dirigeons l'État doivent agir tête frette pour la justice, la paix et la stabilité qu'a dans le pays. Je rappelle que l'exercice du pouvoir politique, le statut de fonctionnaire ou de membre des 3 pouvoirs constitués de l'État ne donne à quiconque carte blanche pour voler, se lancer dans la corruption, dans la contrebande ou semer la pagaille dans les rues de la République. Bataille contre la corruption sont batailles pour nous tous ensemble. Mettez main pour que même moyen que l'État gagne, l'État fait plus de travail pour le peuple. Son bataille pour que chaque pouvoir respecte le rôle dans la lutte que nous avons menée contre la corruption. Il faut un dépassement de soi. L'homme politique, l'homme d'État doit s'oublier au profit de la collectivité, mettant en valeur l'ingéniosité, la créativité, le courage, la bravoure et l'intelligence de notre peuple. 214 ans après l'indépendance politique, nous continuons à concrétiser en 2018. Je vous remercie. Vive Haïti! Le président de la République, Jovenel Moïse, a fait son discours sur l'état de la nation. Les réactions ont été multiples. Parmi ces réactions, celle de M. Clarence Renoy, président du parti UNIR. M. Renoy, que nous avons avec nous ce soir. Bonsoir, Clarence Renoy. Bonsoir, M. Serge Clan. Bienvenue, Monsieur Renoy. Apparemment, vous avez quelques réserves quant au discours du président Moïse. La parole est à vous. Précisez. Oui, bon, tout à fait. Écoutez, d'abord, pour être honnête, dans un discours, on ne peut pas plaire à tout le monde à la fois. J'ai bien exprimé des réserves sur le discours prononcé par le président parce que peut-être que j'avais des attentes qui n'ont pas été comblées. Je suis peut-être comme d'autres qui n'ont pas trouvé une satisfaction totale et entière à ce discours du président. Je m'attendais parce que le président soit versé ou se verse dans un bilan qui est réservé au Premier ministre, au chef de gouvernement, mais plutôt à un exercice de vision, d'engagement de la nation dans une vision vers le futur, vers l'avenir, et qui nous projetterait un peu plus en avant que de retourner dans un bilan d'une année écoulée, qui n'était pas une année brillante sur le plan administratif et gouvernemental. Voilà donc pour les réserves que j'ai exprimées concernant le discours du président de la République. Cela dit, le président, quand même, a fait état de certaines réalisations et qui nous offre l'opportunité d'apporter un jugement sur ce qu'il peut considérer comme une réussite, un succès qui ne l'est pas
aux yeux, à mes yeux, ou aux yeux de certaines personnes de la population. Car il y a une crise économique profonde, il y a un taux de croissance qui est très faible, presque nul dans le pays, et apparemment, et de manière très, très objective, la situation socio-économique du pays en 2017 n'a pas été une situation économique rose, excusez-moi, de l'utilisation de cette expression. Oui, l'exercice auquel s'est livré le président Moïse rappelle étrangement ce que les Américains appellent le State of the Union Address. Et comme vous venez de le signaler, il s'agit en effet pour le président en exercice d'abord de faire un bilan des mois ou de l'année écoulée et ensuite des projections sur l'avenir. Ce que j'ai retenu pour ma part dans les projections sur l'avenir, c'est l'appel réitéré plusieurs fois par le président Moïse à une entente entre les différents partis, en particulier un appel pressant à l'opposition d'être constructif. Oui, vous avez raison. Il a effectivement lancé un appel. À mon avis, ça doit être une convocation de préférence, d'autant que le président a présenté à la nation, il l'a fait en une semaine à 2 reprises, son nouveau projet, qui est en fait une promesse électorale, mais qui s'est aussi transformé en un engagement de son quinquennat d'organiser les États généraux. Donc, il y a lieu aujourd'hui pour le président non pas de lancer un appel seulement, mais de faire une convocation sincère, honnête, sérieuse à dresser ensemble avec l'opposition, avec les forces vives du pays, je pense aux forces socio-professionnelles, aux forces économiques, à dresser ensemble un état des lieux, à faire des constats ensemble, des constats des réalités auxquelles nous sommes exposés dans ce pays, des réalités qui s'imposent aussi à nous, et de trouver ensemble des solutions. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je pense que le président aurait dû nous projeter derrière cet appel et cette convocation à ce que l'avenir pourrait représenter en tenant, en réalisant ces États généraux et en se projetant dans la réussite de ces États généraux qui est à mon sens incontournable si nous voulons vraiment voir émerger un pays développé dans les années à venir, dans 10-15 ans, en 2030 par exemple. C'est d'ailleurs le projet, le rêve, le souhait du président de la République que Haïti soit un pays émergent en 2030. Et pour cela, il nous faut faire le dessin de ce pays qui attirera les Haïtiennes et les Haïtiens vers ce projet qui doit être un projet sérieux. À mon sens, c'est une occasion à saisir en ce début d'année, mais pourvu que ceci soit fait aussi dans le sens très ouvert, inclusif et sérieux, de mettre en place ces États généraux avec la participation de tous les secteurs afin de dresser un plan stratégique pour le pays pour les prochaines années. Clarence Renoir, il nous reste encore quelques minutes, pas beaucoup. 2 questions rapides. Si vous aviez été le président de la République, qu'est-ce que vous auriez aimé dire à la nation de façon à lui redonner courage et espoir? Et deuxième question, Haïti est à la présidence du CARICOM pour 6 mois. L'Assemblée générale doit avoir lieu très bientôt ici en Haïti. Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion de la CARICOM? D'abord sur la CARICOM, c'est que c'est une occasion que nous avons de nous remettre dans l'ensemble de la CARICOM, ce marché commun de la Caraïbe. C'est nous mettre dans l'ensemble, c'est-à-dire répondre aux exigences qui feraient que Haïti soit un élément, un pays incontournable aussi. Nous sommes la population la plus nombreuse des pays de la région, mais nous avons besoin de recommencer à produire, de recommencer à reprendre notre place de pays important dans la région de la Caraïbe, en retrouvant la stabilité. Et c'est aussi ça le souhait, si je fais une double réponse à votre question, le souhait à formuler pour Haïti en 2018, que nous retrouvions la stabilité. Alors évidemment, il y a un effort à faire, la stabilité ne vient pas comme un don qui vient du ciel, un cadeau, mais c'est un effort à faire, un travail à faire, une construction à faire ensemble. Mais surtout, il faut souhaiter au peuple haïtien du courage. Il faut redonner la confiance et l'espoir à ce peuple qui a tendance à se résigner ou à rester dans l'indifférence, pour qu'il sache que l'avenir peut être construit dans une meilleure perspective que ce que nous avons aujourd'hui ou vécu dans les années écoulées, mais il y va de l'engagement de chacun de nous dans le secteur que nous évoluons et de nous mettre ensemble pour travailler, pour faire que cet avenir soit plus brillant qu'il ne l'est aujourd'hui.
L'ambition du président Moïse, résumée peut-être d'une seule phrase, c'est de faire que pendant son quinquennat, il pose les bases qui feront que Haïti abandonne l'état de pays assisté pour accéder à l'état de pays partenaire. Est-ce que vous croyez que c'est faisable? Ah mais oui, c'est bien sûr. C'est ce que tous les Haïtiens souhaitent, que ce pays retrouve sa dignité, sa fierté, sa souveraineté et son indépendance totale. Et parce qu'aujourd'hui, nous sommes effectivement un pays assisté. Et peut-être que nous aurons encore besoin de cette assistance pour quelques années. Ouais. Mais il faut, dans une gestion saine, propre, transparente de l'État, que nous nous servions de l'aide internationale pour que nous puissions sortir du mauvais pas dans lequel le pays se trouve aujourd'hui. Mais je souscris pleinement à l'idée que ce pays puisse retrouver sa souveraineté, sa pleine et entière souveraineté. Mais il y a un effort à faire à l'intérieur, dans la bonne gestion, dans la gestion, je dirais, mesurer des maigres avoirs que nous avons dans ce pays, que nous pouvons disposer dans ce pays, dans le respect des principes démocratiques que nous pouvons adopter entre nous, dans le vivre ensemble que nous pouvons instaurer entre nous aussi, dans la respectabilité que nous pouvons redonner à l'État et aux fonctions publiques pour que justement nous puissions retrouver cette fierté qui a fait de nous cette grande nation que nous fûmes et que nous sommes encore, je crois, qui a pris son indépendance en 1804. Et qui a marqué l'histoire du monde. Absolument. Merci infiniment, Clarence Renoy. Merci de ces précisions et bonne fin de soirée. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous et je vous présente à vous tous et à vos auditeurs, de vos téléspectateurs, tous mes vœux pour cette nouvelle année. Merci. Partagez, comme disent les Canadiens. Trois morts, de nombreux blessés, plusieurs maisons détruites, c'est le bilan des dernières intempéries communiquées par la Direction de la Protection Civile, DPC. Lors d'une interview accordée à Radio et Télémétropole ce mardi, Jerry Chandler a fait savoir que le Nord-Ouest en particulier a été fortement touché. La DPC reste vigilante au passage éventuel de nouveaux fronts froids, a précisé le responsable. À date, jeudi, malheureusement, nous déplorons 3 morts, et tous les 3, c'est dans la zone nord-ouest, de la DEO particulièrement dans la zone Port-de-Paix. Et c'est des gens qui sont victimes et suite à éboulement qui fait, parce que nous connaissons que la pluie tombée, terre vient vraiment plein de l'eau, il est saturé, et terre vient fait ça un glissement, il vient kéfier et puis il vient provoquer un glissement de terrain, ce qui fait qu'il y a plusieurs cas qui écrasés et malheureusement il y a des gens qui mourent. Et donc 2 personnes en Port-de-Paix et puis une là DEO la tortue. Et il y a plusieurs blessés qui, heureusement, ont réussi à prendre en charge et mener à l'hôpital, dans l'hôpital de Beraka, dans Port-de-Paix. Et il y a l'autre côté tout, dans le pays qui subit des dégâts tout. Particulièrement, je pense à Ansa-Folleur, je pense à Nip et Ville-Baradère, côté que il y a plus qu'une centaine de cas qui étaient inondés. Donc là, on a la direction de protection civile avec le comité départemental et avec le comité communal de protection civile a agi souterrain pour capable rétablir la situation en collaboration avec l'autre agence et l'autre entité dans le gouvernement qui a aidé nous pour nous remettre la situation à la normale et accompagner la population dans un moment difficile à passer là. À l'initiative du leader de Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, quelques dizaines de personnes ont manifesté ce mardi afin de réclamer le départ du président Moïse. Partis de Pétionville, les manifestants ont longé l'autoroute de Delma, mais arrivé à Delma 52, un individu non identifié a fait usage de gaz lacrymogène pour tenter de disperser les manifestants. La police a dû intervenir pour empêcher que la situation ne dégénère. Après l'incident, les manifestants ont pu poursuivre leur parcours pour arriver au Champ de Mars, où ils ont mis fin à leur mouvement. Dans l'ensemble, cette manifestation s'est déroulée sans incident majeur. Lancement ce mardi par la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement, DINEPA, du programme Port-au-Prince 3. Ce programme vise à fournir de l'eau potable à la population. La DINEPA procédera à l'installation des branchements dans certaines zones de la région métropolitaine. Suivez les explications du directeur de la DINEPA, Guito Édouard. Reportage Vanessa Léger et Guy Trichoisy.
Des gens parcourant des kilomètres avec des seaux vides en main, qui s'affrontent parfois près d'une citerne, des enfants déambulant avec plusieurs gallons, c'est la preuve criante que la distribution d'eau potable est presque inexistante dans certaines zones en Haïti, y compris dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Alors que le besoin se fait sentir, la DINEPA veut renforcer sa capacité de production. En ce sens, son directeur général, Guito Edouard, lance une 3e phase de travaux baptisée Port-au-Prince 3. À la capitale, le besoin en approvisionnement en eau est estimé à 300 000 m3 par jour. Ces travaux une fois réalisés, l'augmentation de la production sera manifeste. Toutefois, le besoin restera encore insatisfait. Le directeur général Guito Edouard le confirme. Ce manque d'eau potable dans certaines régions est la cause de nombreuses maladies, la plupart des gens essayant tant bien que mal de s'alimenter à des sources polluées. Si la DINEPA parvient à renforcer sa capacité de production, la plus-value sanitaire sera importante pour la population. Dans le culturel, la 12e édition du Festival international de jazz de Port-au-Prince se tiendra du 20 au 27 janvier prochain. Des artistes de plus de 13 pays se produiront sur plusieurs scènes pendant 7 jours. Pour cette 12e édition, le Pape Jazz met à l'honneur un homme, Herbie Widmayer, père du jazz en Haïti et un pays, le Brésil, grand frère musical de la région. Avec l'appui de ses partenaires internationaux, 10 ambassades ou institutions étrangères, ce sont donc au total 13 pays, incluant Haïti, qui seront présents sur les différentes scènes du Pape Jazz. Certaines d'entre elles sont décentralisées cette année avec des prestations à Jacmel, grâce à la complicité de la Suisse, de la France et des États-Unis, et une clôture sur la plage du Royal Décaméron. Le Pape Jazz, c'est aussi 11 sites à travers la capitale, 12 groupes étrangers, 18 artistes haïtiens, 5 restaurants accueillant les after hours, 10 ateliers donnés à Focal et au Centre culturel brésilien et une scène Focal découverte dédiée aux jeunes talents de tous genres musicaux confondus et enfin un public de 15 à 20 000 festivaliers. Cette année, le pays à l'honneur est le Brésil, ce qui donnera au public l'occasion de découvrir ou redécouvrir un peu de cette culture qui est si chère aux Haïtiens. En outre, cette 12e édition rend hommage à Herbie Widmayer, le père spirituel du Pape Jazz qui nous a quittés en 2017 et qui a participé à travers les ondes à la diffusion du jazz, mais aussi, bien sûr, de la bossa nova en Haïti pendant près de 40 ans. Pour cette 12e édition, aux côtés du quartier latin, de Yanvalou, du Presse Café et des Jardins du Mupana, 2 nouveaux restaurants accueilleront les After Hours, la Réserve et le Café 36. Nous renouvellerons également le concours du meilleur Pape Jazz cocktail des After Hours, dont le gagnant sera celui qui aura reçu le plus de likes sur Facebook, sur la page Facebook du festival bien sûr. L'ouverture et la clôture sont des scènes prestige. Le 20 janvier au Caribé, l'entrée est à 30 $. Et le 27 janvier, on clôture pour la première fois sur la plage au Royal Décaméron
Les billets d'entrée sont à 70 $ et donnent accès uniquement aux concerts et aux bars all inclusive. Notez que ça n'inclut pas les chambres à ce prix-là, vous imaginez bien. La troisième soirée payante est le dimanche sur la scène Air Caraïbes du Caribé et l'entrée est également à 30 $. Je vous rappelle que toutes les autres scène Barbancourt à l'Unique, 22, 23, 24 et 25 janvier, la scène Sogebank, place Boyer, le 26 janvier, l'Institut français, les 23 et 26 janvier, ainsi que la scène découverte et celle des afters sont gratuites. Il est toutefois recommandé, bien sûr, de consommer dans les afters. Dans l'international, nouveau signe du durcissement de la politique migratoire américaine, le département de la sécurité intérieure américain a annoncé lundi 8 janvier la suppression du statut spécial qui protège de l'exclusion plus de 200 000 Salvadoriens résidant illégalement aux États-Unis. L'administration Trump a annoncé la fin en 2019 du statut de protection temporaire, empêchant l'expulsion de 200 000 Salvadoriens résidant aux États-Unis. Ce statut, qui permet de travailler légalement sans titre de séjour, est octroyé aux ressortissants des pays touchés par des conflits armés, des catastrophes naturelles ou des épidémies. Il avait été instauré en mars 2001 pour le Salvador, à la suite de l'arrivée massive de réfugiés après 2 tremblements de terre dévastateurs. Pour ses bénéficiaires, l'annonce est un coup de massue. L'administration Trump, dont la lutte contre l'immigration illégale est l'un des chevaux de bataille, a déjà abrogé en 2017 le statut de protection pour près de 60 000 Haïtiens, plus de 5 000 Nicaraguayens et 1 millier de Soudanais. Des représentants de la Corée du Nord et de la Corée du Sud se sont rencontrés mardi 9 janvier à la Maison de la Paix de Panmunjom, située dans la zone démilitarisée. La Corée du Nord a annoncé qu'elle enverrait une délégation aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. Bien que peu ou mal informés, les Coréens du Nord, rencontrés mardi à Pyongyang, ont salué le rapprochement en cours avec la Corée du Sud à la veille des prochains Jeux Olympiques. Je pense qu'avec les Jeux Olympiques d'hiver qui auront lieu en Corée du Sud, c'est une chance de montrer au monde une bonne image de notre nation. J'espère que les athlètes du Nord et du Sud obtiendront de bons résultats. Le réchauffement des relations avec le nord de la péninsule a également été bien perçu par les Sud-Coréens, même si pour eux la réunification des deux pays reste très hypothétique. Je salue les pourparlers diplomatiques entre la Corée du Sud et celle du Nord. C'est une chance pour faire baisser les tensions en Corée, qui est le seul pays au monde divisé en deux. J'espère que cela amènera la paix et le compromis entre les deux pays. Mais nul n'est dupe, le processus de réconciliation peut à tout moment s'interrompre. Derrière ces pourparlers demeure la question de la crise nucléaire et beaucoup, ici à Séoul et à Washington, pensent que les motifs réels de Kim Jong-un relèvent d'une stratégie pour tenter de casser l'alliance entre la Corée du Sud et les États-Unis. En attendant, le dégel des relations bilatérales a été salué de Moscou à Pékin, d'autant plus que les deux Corées ont aussi convenu d'avoir des discussions militaires pour abaisser les tensions. De là à remettre en cause le programme nucléaire nord-coréen, c'est une autre question. Au deuxième jour de sa première visite présidentielle en Chine, le président français Emmanuel Macron a affirmé de concert avec son homologue chinois que Paris et Pékin devaient resserrer leurs liens dans tous les domaines. Après les échanges d'amitié, place à l'économie. Deuxième jour de la visite du président français en Chine, devant une pépinière d'entrepreneurs, Emmanuel Macron plaide pour un partenariat économique plus équilibré. La France importe 45 milliards de la Chine, elle n'exporte que 15 milliards. Et donc nous avons des accès au marché qui sont déséquilibrés, qui ne sont pas satisfaisants. Si nous ne regardons pas les choses en responsabilité, la réaction première, naturelle, celle que nous avons trop longtemps eue, c'est de fermer des deux côtés. Ouvrons les deux avec un agenda positif où il y a plus d'accès pour nos entreprises, PME, ETI, grands groupes, sur certains secteurs où cette ouverture est offerte en Chine, et ouvrons davantage de place à l'investissement en France.
Paris espère notamment conclure des ventes d'Airbus et de moteurs Safran et surtout avancer sur un méga contrat pour Areva portant sur la fourniture d'une usine de retraitement de déchets radioactifs. Emmanuel Macron a démarré sa journée par une visite de la cité interdite avec son épouse Brigitte. Soleil et photos souvenirs pour le couple présidentiel en compagnie d'élèves du lycée français de Pékin. Le chef de l'État s'est attardé devant un principe écrit pour les empereurs chinois avec équité, gouverner à partir du centre. Et maintenant, place au sport. NBA, Cleveland contre Minnesota. Mauvaise soirée pour Cleveland, sévèrement battu sur le parquet de Minnesota 127-99 la nuit dernière. Une fois n'est pas coutume, LeBron James a été inoffensif avec 10 points, 8 rebonds et 5 passes décisives, tout comme Kevin Love et Isaiah Thomas. En face, Andrew Wiggins a brillé avec 25 points, tout comme Jimmy Butler avec 21 points. Warriors contre Nuggets, battus récemment à l'Oracle Arena par les Denver Nuggets, les Warriors ont pris leur revanche avec un succès 124-114. Stephen Curry est une nouvelle fois l'homme du match avec 32 points. Les Warriors confortent ainsi leur première place de la Ligue avec cette 5e victoire de rang pour un bilan de 33-8. Tennis à Sydney. Angélique Kerber bat Venus Williams. La tête de série numéro 2 à Sydney, Venus Williams, est tombée dès le deuxième tour ce mardi face à Angélique Kerber qui a dû puiser dans ses ressources pour renverser une situation bien mal embarquée. Menée une manche à 0, l'ancienne numéro 1 mondiale allemande, désormais 22e, s'en est finalement sortie en 3-7, 5-7, 6-3, 6-1. Simon contre Donaldson, vainqueur en Inde dimanche. Pour lancer sa saison sur des bases idéales, Gilles Simon a été éliminé ce mardi dès le premier tour du tournoi ATP de Sydney par l'Américain Jared Donaldson 6-1, 6-4 à une semaine du début de l'Open d'Australie. Jeux olympiques Corée du Sud. Pyongyang multiplie les gestes d'apaisement et va ainsi participer aux Jeux olympiques d'hiver en février en Corée du Sud. Les délégations ont discuté de la participation de la Corée du Nord aux Jeux olympiques de Pyeongchang du 9 au 25 février, ouvrant un espoir d'apaisement après des mois et des mois de vives tensions. Pour la première fois depuis décembre 2015, des pourparlers de paix se tiennent à Panmunjom, le village de la zone démilitarisée entre les deux Corées. Les négociateurs des deux pays ont affiché leur optimisme en amont de ces discussions, dont l'objet est d'organiser la participation d'athlètes nord-coréens aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang le mois prochain. De chaque côté de la table, 5 officiels de haut rang représentant le Nord et le Sud. Le ministre sud-coréen de la réunification a déclaré que serait aussi abordée une éventuelle reprise du programme de réunion des familles séparées par le 38e parallèle. Autre signe d'apaisement, la Corée du Sud et les États-Unis ont décidé de retarder leurs exercices militaires conjoints après la tenue des Jeux olympiques. Le leader nord-coréen Kim Jong-un a annoncé lors de ses vœux qu'il était prêt à envoyer une délégation au JO. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.